Imaginez, vous êtes arrêté pour un meurtre que vous n'avez pas commis. On vous emprisonne ou vous êtes battu par d'autres détenus. Vous y passez plus d'1 an. Pendant ce temps, le véritable meurtrier vit tranquillement dans la maison d'à côté. Cette histoire montre à quel point le système peut facilement se tromper et combien il est difficile de découvrir la vérité quand le criminel sait se cacher. Au sein de n'importe quelle communauté, même la plus unie, des individus capables d'horribles choses peuvent se cacher. Le problème est qu'il est presque impossible de les reconnaître à l'avance. Ils ressemblent à tout le monde. Ils travaillent, saluent leurs voisins, fréquentent les mêmes magasins. L'enquête s'étire sur des années. Les pistes se refroidissent. Les témoins oublient les détails. Et quand le coupable est finalement retrouvé, la justice n'a pas toujours le temps de le rattraper. Le 3 mai 1979, Jessica Began est née. Elle avait 3 sœurs. Toute la famille vivait à Sitka, une minuscule ville en Alaska, aux États-Unis. Un point à peine visible sur la carte, une population d'environ 9000 habitants. Pas d'industrie, pas de géants technologiques. La seule façon de gagner sa vie ici était la pêche, commerciale et de loisirs. Ici, les gens se connaissaient tous de vue. On savait qui travaillait où, qui avait quels enfants, qui avait déménagé quand. Hommes, femmes et même les enfants, dès leur plus jeune âge, savaient manier une canne à pêche. Ils s'y connaissaient en pêche. C'était leur mode de vie, leur langage, leur façon d'exister. Jessica aussi s'y connaissait en la matière. Dans les années 90, c'était une écolière alaskienne ordinaire. Elle ne se démarquait pas particulièrement. La pêche, oui, lui plaisait, mais sa véritable passion était la cuisine. Elle pouvait passer des heures devant la cuisinière, expérimenter les épices, essayer de nouvelles recettes. Elle rêvait d'entrer à l'université juste après l'obtention de son diplôme et de devenir chef. Pas seulement cuisiner à la maison pour sa famille, elle voulait plus. Ouvrir son propre établissement un jour, créer des menus, surprendre les gens avec des saveurs. Elle passait tout son temps libre dans la cuisine. Sa mère souriait en regardant sa fille peser les ingrédients avec concentration, noter les proportions dans un carnet lusé. Ce que Jessica aimait par-dessus tout, c'était faire des tartes avec sa mère avant Thanksgiving. Ces jours-là, elles organisaient un véritable marathon culinaire. La maison se remplissait d'odeurs de cannelle, de vanille, de pâtes fraîches. Ses sœurs couraient dans la cuisine, attrapant des morceaux de pâte. Son père passait après le travail, reniflait l'air. C'était de bons jours. Ses proches et amis la connaissaient non seulement comme une cuisinière talentueuse. Jessica était indépendante. Elle disait ce qu'elle pensait. Elle n'avait pas peur de débattre, de défendre son point de vue. Libre d'esprit, sûre d'elle. Quand elle entrait dans une pièce, quelque chose changeait, comme si l'air s'y densifiait, ou plutôt l'énergie. Quelques semaines avant ses 17 ans, le chien avait disparu de la maison. Une histoire domestique ordinaire qui tourne au cauchemar. La famille a cherché longtemps. Ils ont parcouru les environs, affiché des annonces, interrogé les voisins. À un moment donné, tout le monde a abandonné. Ils étaient fatigués. Ils ont décidé que le chien ne reviendrait pas. Seule Jessica continuait de croire. Chaque jour, elle partait à sa recherche. Elle emportait avec elle la friandise préférée du chien. Elle appelait son nom dans le vide. Elle ne laissait pas les autres baisser les bras. Elle disait « Elle est quelque part, je le sens ». Et la vérité était de son côté. Finalement, l'animal a été retrouvé. Ce fut un moment heureux. Le chien est rentré à la maison sale, maigre, mais vivant. Jessica l'a serré dans ses bras, pleurant de joie. Quelques jours seulement restaient avant son anniversaire. Elle l'interprétait comme un bon signe, comme un présage de quelque chose de bon. Elle ne se doutait pas que le destin lui réservait tout autre chose.
Le 4 mai 1996, dans l'après-midi, Jessica, âgée de 17 ans, se rendit chez sa sœur aînée, qui vivait dans une caravane non loin de la maison familiale. La caravane était installée sur un petit terrain, entouré de pins. De là, on pouvait apercevoir la baie. Ils y avaient organisé une fête pour son anniversaire. Une joyeuse compagnie s'était réunie, des amis du lycée, quelques connaissances de la sœur. La musique jouait discrètement. À Sitka, il n'était pas d'usage de faire du bruit. Quelqu'un avait apporté un gâteau de la boulangerie locale. Quelqu'un d'autre, des cartes faites maison. Tout s'est passé sans incident. Ils riaient, parlaient de leurs projets pour l'été, de qui allait où après le bac. Jessica était de bonne humeur. Elle plaisantait quand on la félicitait. Elle racontait ses projets d'entrée à l'école de cuisine. Ses yeux brillaient. Elle sentait que la vie ne faisait que commencer. Tard dans la soirée, quand la plupart des invités étaient déjà partis, la jeune fille, dont c'était l'anniversaire, regarda l'heure. Le couvre-feu était presque terminé. Ses parents allaient s'inquiéter. Elle prit sa veste, dit au revoir à sa sœur. Il restait environ 1 kilomètre pour rentrer chez elle, le long d'une piste cyclable traversant le parc local. Le chemin passait à travers une forêt dense, un itinéraire habituel qu'elle avait emprunté des dizaines de fois. La nuit était tombée, mais Jessica n'avait pas peur. Personne à Sitka n'avait peur. Ici, tout le monde se sentait en sécurité. Dans leur petite ville, les crimes les plus graves de ces dernières années étaient de petits vols. Un vélo volé dans un couloir d'immeuble. Une canette de bière dérobée dans un magasin. Rien de violent ne s'était produit depuis des décennies. Les gens ne fermaient pas leurs portes à clé la nuit. Les enfants jouaient tard. L'un des garçons présents à la fête, le fils d'un policier local, lui a proposé de la raccompagner en voiture. Mais Jessica a refusé. Elle a dit que cela ne lui prendrait que 10 minutes. Elle voulait se promener avant de dormir, respirer l'air frais, déguster les impressions de la journée. L'élève du lycée s'enfonça seul et avec confiance dans la forêt. Sa silhouette se fondit dans l'obscurité entre les arbres. Ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit vivante. Quand le couvre-feu fut passé et que leur fille ne rentra pas, les parents commencèrent à s'inquiéter. Au début, ils se contentèrent d'échanger un regard. Puis le père se leva, s'approcha de la fenêtre, jeta un œil dehors. Vide. La mère regarda l'heure. Encore 5 minutes, puis 10 de plus. La famille n'avait pas de téléphone portable. Il était impossible de la contacter directement. La mère alla au téléphone, composa le numéro de sa fille aînée. On ne décrocha pas tout de suite. Quand la sœur répondit, on perçut de la surprise dans sa voix. Elle confirma « Jessica était partie il y a longtemps, plus d'1 heure. » Elle fut elle-même surprise et inquiète. Pourquoi n'était-elle pas encore rentrée? Elle tenta de rassurer ses parents. Elle supposa que Jessica avait pu rencontrer des amis en chemin, s'attarder à discuter avec eux, ou qu'elle avait décidé de continuer la fête ailleurs. Peut-être était-elle allée chez l'un de ses camarades de classe. Mais l'explication ne sonnait pas convaincante. Tout le monde le comprenait. Avant, la jeune fille n'était jamais en retard si elle promettait de venir. Elle était responsable, ponctuelle. Si elle disait « je serai là à 10 heures », cela voulait dire qu'elle serait là à 10 heures. Un couvre-feu manqué. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'anormal. Les parents n'ont pas traîné. Le père enfila sa veste, monta en voiture, se rendit au poste de police local. Le trajet prit quelques minutes. Il entra, s'approcha de l'officier de service, expliqua brièvement la situation. Sa voix tremblait. Le policier leva les yeux de ses papiers, écouta attentivement. Il hocha la tête, nota les détails. En rentrant chez lui, le père regardait de tous côtés. Il scrutait l'obscurité entre les maisons. Il espérait voir sa fille marcher sur le bord de la route, voir que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'elle allait maintenant entrer dans la maison, s'excuser pour son retard, que tout irait bien. Mais Jessica n'est jamais apparue.
La mère était assise dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Ses mains serraient une tasse de thé refroidie. L'inquiétude se transformait en peur. Sa gorge était serrée. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Au poste, la déclaration fut prise au sérieux. Plusieurs policiers se rendirent immédiatement à la caravane de la sœur de la disparue. Ils recueillirent toutes les informations, la description de Jessica, ses photos, ce qu'elle portait, l'itinéraire qu'elle empruntait habituellement. La sœur parlait de manière confuse, ses mains tremblaient. Elle se sentait coupable. Elle aurait dû insister pour que Jessica soit raccompagnée. Elle n'aurait pas dû la laisser partir seule. Ensuite, les policiers se dirigèrent vers la piste cyclable dans le parc. Ils allumèrent leurs lampes de poche. Ils éclairaient le long du chemin, scrutant les buissons sur les côtés. Il devint vite évident qu'elle n'était pas sur la piste elle-même. Aucune trace. Ni objet tombé, ni signe de lutte. Rien. La zone de recherche fut élargie. Ils commencèrent à ratisser le massif forestier. Ils avançaient lentement, méthodiquement. Ils éclairaient sous chaque buisson, regardaient derrière chaque arbre. Il n'y eut aucun résultat. Dans l'obscurité, tout devenait plus difficile. Les branches fouettaient leurs visages. La terre était humide après la pluie récente. Le lendemain, les recherches reprirent dès les premières lueurs du jour. Des bénévoles de la ville se joignirent à eux. Les gens venaient en famille. Ils apportaient des thermos de café. Ils formaient une chaîne et traversaient la forêt. Ils appelaient le nom de la jeune fille. Le silence leur répondait. Le 6 mai, tout a changé. L'un des membres de l'équipe de recherche, un homme d'une 50aine d'années, pêcheur local, s'arrêta près d'un buisson. Il se pencha, ramassa quelque chose par terre, une chemise. Le tissu était mouillé, sale. Il la tourna dans ses mains, appela les autres. La chemise correspondait à celle que Jessica portait à la fête, bleu clair avec un imprimé floral. La zone alentour commença à être examinée encore plus minutieusement. Les gens avançaient à quatre pattes, écartaient les feuilles mortes, inspectaient chaque centimètre de terre. La tension montait. Tout le monde comprenait. Si des vêtements avaient été trouvés, cela signifiait qu'elle était quelque part à proximité. 2 heures plus tard, à moins de 100 mètres de la piste cyclable, l'un des détectives, un jeune homme récemment arrivé à Sitka, remarqua une étrange parcelle de terre. Il s'arrêta, s'accroupit, passa sa main sur la surface. La terre semblait avoir été récemment remuée, fraîche, meuble. Elle différait du sol environnant. Il leva les yeux, appela ses collègues. Ils apportèrent une pelle. Ils commencèrent à creuser avec précaution. Personne ne parlait. Seul le bruit de la pelle contre la terre rompait le silence. À une faible profondeur, peut-être un demi-mètre, ils découvrirent le corps de la jeune fille, sans vêtements, la peau pâle recouverte de terre et de feuilles, une tombe peu profonde. La victime gisait sur le côté, recroquevillée en position fétale, sinon elle n'aurait tout simplement pas tenu dans la fosse. L'un des policiers tourna la tête. Un autre jura à voix basse. Même sans autopsie, il était clair. La jeune fille avait été brutalement agressée et elle était morte d'une mort violente. L'un des détectives l'a reconnue grâce à la photo que les parents leur avaient donnée. C'était Jessica Began, 17 ans. Elle avait fêté son anniversaire la veille. Un médecin légiste fut appelé sur le lieu de la découverte du corps. Un homme âgé, aux cheveux gris, portant des lunettes, arriva. Il travaillait à Sitka depuis plus de 20 ans. Il avait vu de tout, noyades, victimes d'accidents, suicides. Mais il n'y avait pas eu de meurtre depuis longtemps, très longtemps.
Il enfila des gants, s'accroupit à côté du corps. Il examina attentivement, prenant des notes dans un carnet. Son visage restait impassible, mais sa mâchoire se serra. Le médecin légiste a constaté des ecchymoses sous les yeux et plusieurs hématomes sur le visage. À en juger par les blessures, la jeune fille avait été frappée à la tête. Plusieurs coups, violents. Mais la cause du décès était l'étranglement. Très probablement, les coups ont été portés pour désorienter la victime, briser sa résistance, anéantir sa volonté de se battre. Dans la bouche et la gorge, une grande quantité de terre a été trouvée. De la terre, du sable, de petits cailloux. Cela aurait pu obstruer les voies respiratoires. Il est possible que le criminel l'ait délibérément enfoncé dans sa bouche pour que la jeune fille ne crie pas, pour que les voisins n'entendent pas, pour que personne ne vienne à son aide. Selon une autre version, il l'aurait simplement écrasée face contre terre. Il l'a maintenue jusqu'à ce qu'elle cesse de résister. L'agresseur n'avait pas l'intention de laisser la victime en vie. Il l'a étranglée à main nue. Des traces sont restées sur son cou. Des empreintes de doigts, des ecchymoses sombres. Le tueur a serré sa gorge avec une telle force qu'il lui a brisé le larynx. Le cartilage s'est fissuré. Cela a demandé un effort considérable. Selon la reconstitution, Jessica a été attaquée alors qu'elle marchait sur le sentier et avait presque quitté la forêt. Vraisemblablement, le criminel l'attendait à la sortie. Il savait qu'elle emprunterait ce chemin, ou il s'y est retrouvé par hasard au bon moment. Il l'a immédiatement battue pour l'immobiliser, puis il l'a traînée dans la forêt à une centaine de mètres du sentier, loin des regards indiscrets. Il l'a violée, l'a tuée, l'a enterrée, peu profondément, à la hâte. Des échantillons d'ADN, cheveux, fluides biologiques ont été prélevés sur le corps. Ils étaient censés aider à trouver le tueur. Les technologies de 1996 le permettaient déjà. Le plus important était de trouver de quoi les comparer. La cruauté et la mort de l'adolescente ont choqué tous les habitants. Quand la nouvelle s'est répandue dans la ville, les gens n'arrivaient pas à y croire. Ils s'arrêtaient dans les rues, parlaient à voix basse. Les femmes pleuraient. Les hommes serraient les poings. Cela ne pouvait pas arriver à Sitka, pas ici, pas dans leur ville. La famille Bégan traversait difficilement le deuil. La mère n'a pas quitté sa chambre pendant plusieurs jours. Le père avait vieilli de 10 ans en une nuit. Les sœurs de Jessica restaient proches l'une de l'autre, pleuraient ensemble, tentaient de soutenir leurs parents. Elles restaient unies, car il était impossible d'envisager autrement. La seule consolation pouvait être la capture du meurtrier, seulement la justice. Le jour des adieux à la victime, plus de 1500 personnes se sont rassemblées dans l'église locale. Presque toute la ville. Les gens se tenaient dans les allées, dans la rue devant l'entrée. Il manquait de place. Le prêtre parlait de la vie, de la perte, de l'espoir. Mais les mots sonnaient creux. Tous regardaient le cercueil fermé devant eux. Tous pensaient à une seule chose. Qui avait fait ça? Les gens voulaient soutenir la famille. Ils voulaient connaître le nom du criminel. Ils étaient confus et effrayés. Si le meurtrier avait pu faire cela à Jessica, cela signifiait qu'il pouvait le faire à n'importe qui, à la fille de quelqu'un, à la sœur de quelqu'un. Après le début de l'enquête, les habitants ont cessé d'aller au parc. La piste cyclable s'est vidée. Les parents ont formellement interdit à leurs enfants d'y aller, même de jour, même en groupe, en aucun cas. Le parc est devenu un endroit que tout le monde évitait. Le commissariat a été submergé d'appels. On appelait du matin au soir. Tous exigeaient des réponses. Que faites-vous? Quand trouverez-vous le meurtrier? Pourquoi personne n'a-t-il été arrêté jusqu'à présent? Les agents de permanence n'arrivaient pas à répondre, mais les enquêteurs n'avaient pas encore de réponse.
Les détectives ont pris l'affaire en main immédiatement. Ils ont organisé un groupe d'intervention. Ils ont commencé à étudier l'entourage proche de la victime. Jessica était sociable, elle avait beaucoup d'amis. Des camarades de classe, des connaissances du club de cuisine, des enfants du quartier. Beaucoup d'entre eux étaient venus à la fête de son anniversaire. Parmi les invités, il y avait plusieurs jeunes hommes. Ce sont eux qui ont d'abord attiré l'attention des enquêteurs. 2 jeunes hommes, des adolescents. Les statistiques disaient, le plus souvent, la victime est tuée par une connaissance. Il fallait vérifier tout le monde. Mener des interrogatoires, vérifier les alibis, collecter des échantillons d'ADN. En plus des interrogatoires, des prélèvements buccaux ont été effectués sur les jeunes hommes pour analyse. Certains acceptaient volontiers, ils voulaient aider l'enquête. D'autres étaient nerveux, mais n'ont pas refusé non plus. Ils comprenaient. Un refus susciterait encore plus de soupçons. Parmi les suspects figurait même le fils de l'un des policiers travaillant sur l'affaire, un jeune homme de 18 ans, récemment diplômé de l'école. Il est tombé sous le coup des soupçons parce qu'il était à la fête de la sœur de Jessica. Celle-ci a dit au détective que le jeune homme avait flirté avec la défunte. Il s'était approché d'elle, avait plaisanté et avait essayé d'attirer son attention. Le jeune homme a été convoqué pour interrogatoire. Il est venu avec son père. Il était assis à table, les mains posées sur les genoux. Il n'a pas nié. La jeune fille lui plaisait depuis longtemps. Il voulait lui proposer de sortir ensemble pendant la fête. Il a pris son courage à 2 mains, s'est approché et a parlé. Mais Jessica n'a pas donné de réponse claire. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Elle a souri, mais d'une manière indéfinie. Malgré le refus, le jeune homme a affirmé qu'il l'avait pris calmement. Il ne s'était pas vexé. Il ne s'était pas énervé. Il avait compris qu'elle n'était simplement pas prête. Plus tard, alors que la fête se terminait, il lui avait proposé de la raccompagner chez elle en voiture. Il voulait aider. Il voulait s'assurer qu'elle rentrerait en toute sécurité. Mais Jessica a refusé. Elle a dit qu'elle y serait en 10 minutes. Elle voulait se promener avant de dormir. Ce fut une erreur fatale pour elle. Le fils du policier semblait sincèrement inquiet. Il était bouleversé par la mort de la jeune fille qu'il aimait bien. Sa voix tremblait lorsqu'il répondait aux questions. Ses yeux étaient rouges, il n'avait visiblement pas dormi de la nuit. Il se comportait naturellement, ouvertement. Cela a atténué les soupçons à son égard. Mais seule une expertise ADN pouvait confirmer ou infirmer définitivement son implication. Le jeune homme a volontairement fourni des échantillons. Il a même insisté. Il a dit « Vérifiez s'il vous plaît. Je veux que vous trouviez celui qui a fait ça. » Le résultat est arrivé 1 semaine plus tard. Il n'y a pas eu de correspondance. Son ADN ne correspondait pas aux matériaux prélevés sur le corps de Jessica. Le jeune homme a été entièrement exclu de la liste des suspects. Mais on était loin d'une impasse. La police avait encore des dizaines de candidats à vérifier. Les adolescents avec qui les détectives s'étaient entretenus étaient progressivement rayés de la liste. Certains avaient un alibi solide, ils étaient chez leurs parents ou au travail. Pour d'autres, l'ADN ne correspondait pas. Le cercle se rétrécissait. Mais le tueur semblait s'être volatilisé. 10 jours après le meurtre, tôt le matin, un homme est venu au commissariat. L'agent de permanence a levé les yeux de ses papiers. Devant lui se tenait un homme de petite taille, aux cheveux ébouriffés. Ses vêtements étaient froissés, dégageant une odeur de poisson et de sueur. Richard Binga, 34 ans. Il travaillait comme homme à tout faire au collège communautaire local. Il transportait des cartons, enlevait les déchets, réparait les petites pannes. Son salaire était modeste, mais suffisant pour la nourriture et la boisson. Il vivait sur son bateau de pêche, amarré dans le port de Sitka, un petit esquif ayant connu des jours meilleurs. Le pont était décrépit, la peinture s'écaillait. À l'intérieur, une cabine exiguë avec une couchette étroite, un réchaud à pétrole et des piles de magazines.
un mode de vie presque celui d'un sans-abri. Mais c'était son choix. C'était plus simple ainsi. Il était connu en ville comme un alcoolique. Il se saoulait souvent jusqu'à l'inconscience. On le voyait dans les bars, sur les bancs près du quai, parfois simplement allongé quelque part. Aucune agressivité n'avait été remarquée chez lui. Un ivrogne tranquille. Mais en état d'ébriété, il pouvait faire des bêtises. Par exemple, passer la nuit dans les buissons parce qu'il avait oublié le chemin de son bateau, ou s'endormir sur un banc dans le parc. Le plus suspect pour la police était que son bateau se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où le corps de Jessica avait été retrouvé. Une coïncidence ou quelque chose de plus? Richard n'était pas venu pour raconter qu'il avait vu le crime ou le tueur. Il a déclaré, et sa voix tremblait, qu'il aurait lui-même pu être impliqué dans l'agression de la jeune fille. Mais il ne se souvenait de rien. Il était ivre-mort le jour de sa mort. L'agent de permanence a posé son stylo. Il a regardé attentivement l'homme. Il a appelé un détective. Selon Richard, il s'était réveillé le matin en lisière du parc, dans les buissons. Il était allongé sur la terre humide, tremblant de partout. Sa tête lui faisait horriblement mal. Il avait un goût de bile dans la bouche. Il s'est levé, a regardé autour de lui. Il ne comprenait pas comment il était arrivé là. Il est allé vers son bateau. En chemin, il a acheté un café à un kiosque. Et là, au kiosque, il a entendu des gens dire « Une jeune fille avait été violée et tuée tout près, dans le parc, non loin du port. » Dès le début, sa déclaration a semblé étrange. L'homme était extrêmement bouleversé. Il retenait difficilement ses larmes. Ses lèvres tremblaient. Ses mains tremblaient, soit à cause de la gueule de bois, soit à cause des nerfs. Il était très angoissé par sa possible implication. Il répétait « J'aurais pu le faire. Je ne me souviens vraiment pas, mais j'aurais pu. » Richard se souvenait de quelques bribes de la nuit, comment il marchait quelque part, comment il avait trébuché, comment il avait jeté quelque chose de lourd dans l'eau, comme s'il se débarrassait d'objets, ou même d'un corps. Mais il ne pouvait pas dire avec certitude. Tout était flou, comme dans un brouillard. Son histoire contredisait les données recueillies. L'eau ne figurait en aucun cas dans l'affaire Jessica. Le corps avait été retrouvé dans la terre, dans la forêt. Pas d'eau. Cependant, une partie de ses effets personnels n'avait jamais été retrouvée. Il était possible que le meurtrier se soit effectivement débarrassé de quelque chose. Les détectives ont échangé un regard. Ils ont décidé de vérifier. Ils sont allés avec Richard là où il avait jeté quelque chose. Ils les conduisirent au quai, leur montrant avec incertitude « C'est ici, ou un peu plus loin, je ne me souviens pas exactement. » Une équipe de plongeurs a été appelée. 2 hommes en combinaison de plongée sont descendus sous l'eau. Ils ont exploré le fond méthodiquement, carré par carré. Ils n'ont trouvé qu'une paire de bouteilles de bière vides et une boîte rouillée, rien de plus. Néanmoins, il a été décidé d'examiner Richard de plus près. Son histoire était absurde, mais et s'il savait vraiment quelque chose? Et s'il essayait de faire allusion sans oser le dire directement? Les détectives ont commencé à creuser plus profondément. Ils ont découvert que Richard avait un groupe d'amis, des marginaux, amateurs de boissons comme lui. Ils se réunissaient sur le quai, apportaient de la bière bon marché et restaient jusqu'à la nuit tombée. Et ils avaient un passe-temps favori. Ils se moquaient de Richard. Ils lisaient à voix haute le journal local, la section des faits divers. En règle générale, des incidents mineurs se produisaient à Sitka. Quelqu'un avait volé des produits dans un magasin, quelqu'un avait brisé une vitrine, quelqu'un s'était battu dans un bar. Les amis disaient toujours à Richard, le visage sérieux, « Écoute, c'est toi sans doute. Tu t'es saoulé hier, tu ne te souviens de rien, alors c'est toi qui l'as fait. » Richard était infantile, facilement influençable. Il y croyait, sérieusement. Il commençait à s'inquiéter,
à être tourmenté par la culpabilité pour des choses qu'il n'avait pas commises. Un jour, les détectives l'ont appris par le même gérant. Il a même apporté du poisson au magasin. Il l'a posé sur le comptoir et a dit « Je l'ai probablement volé d'ici hier. Voilà, je le rends. » Le gérant a été surpris. Il a fait défiler les enregistrements des caméras de surveillance des derniers jours. Richard n'y apparaissait pas du tout. Il l'a poliment expliqué à l'homme, lui a rendu le poisson. Il l'a raccompagné hors du supermarché. Il a secoué la tête. Un type étrange. Quand ils ont appris pour Jessica, Richard est une fois de plus tombé dans le panneau. Les amis, apparemment, avaient encore plaisanté. Ils avaient dit quelque chose comme « Tu t'es tellement saoulé hier que tu aurais pu tuer n'importe qui, c'est peut-être toi ?» Et cette fois, il l'avait pris trop à cœur. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé au commissariat pour faire des aveux. L'homme ne savait absolument pas ce qui était arrivé à Jessica. Il ne connaissait pas les détails. Son histoire sonnait absurde dès le début. Malgré cela, Richard a passé plusieurs heures en interrogatoire. Les détectives essayaient de découvrir la vérité. Il était assis à table dans l'exiguë salle d'interrogatoire. Le plafond était bas, une seule lampe au plafond, les murs jaunes sales. Ses mains étaient posées sur la table. Ses doigts tripotaient nerveusement le bord de sa chemise. Il a immédiatement avoué qu'il souffrait d'une grave dépendance à l'alcool. Il buvait tous les jours. Parfois, il buvait jusqu'à perdre connaissance. En état d'ébriété, il pouvait commettre des actes imprudents, puis ne plus se souvenir de rien. Les trous de mémoire étaient chose courante pour lui. L'homme a souligné que c'était ses amis qui pensaient qu'il aurait pu faire du mal à Jessica. Richard lui-même a insisté sur le fait qu'il s'était encore une fois saoulé et ne se souvenait de rien. Seuls des moments fragmentés. Comment il marche quelque part, comment il tombe, comment il jette quelque chose à l'eau. Malgré le caractère peu convaincant de son récit, l'information devait être vérifiée. Les détectives ont sorti le dossier de l'affaire. Ils l'ont ouvert. On a montré à l'homme des photos de Jessica. Il a regardé, a froncé les sourcils. Il a secoué la tête. Il n'a même pas reconnu la jeune fille. Il a dit « Je ne sais pas qui c'est ». On lui a ensuite demandé de décrire comment la victime était vêtue. Richard a essayé de se souvenir. Il a dit « un certain », peut-être un jean ou une jupe, je ne me souviens pas. Il a donné une description complètement erronée. Rien ne correspondait. Richard ne savait rien des blessures subies par la défunte. Il ne connaissait pas la cause de sa mort. Il continuait de penser qu'il aurait pu jeter le corps dans l'eau et qu'elle s'était noyée. Les détectives expliquaient « Non, elle ne s'était pas noyée ». Mais il ne comprenait pas. Malgré tout cela, il continuait de ressentir de la culpabilité. C'était évident. Il pleurait. Il essuyait ses yeux avec sa manche. Il répétait « Pardonnez-moi, je ne voulais pas. Je ne me souviens pas, mais si c'est moi, pardonnez-moi. » Les détectives ont poursuivi leur vérification. Ils ne se sont pas empressés de rayer l'homme de la liste des suspects. Ils ont effectué plusieurs expertises. La comparaison des cheveux d'une personne étrangère retrouvée sur le corps de la défunte n'a montré aucune correspondance avec Richard. Couleur, structure, tout était différent. L'analyse du fluide biologique masculin a également donné un résultat négatif. L'ADN ne correspondait pas. Ensuite, les détectives ont commencé à reconstituer les déplacements de Richard la nuit du meurtre. Ils ont interrogé ses compagnons de boisson. Il s'est avéré que l'homme se trouvait trop loin du parc au moment de l'agression de Jessica. À ce moment-là, vers 22 heures, il buvait à l'autre bout de la ville, dans un bar près de la gare routière. Le barman l'a confirmé, plusieurs habitués aussi. Richard n'est retourné à son bateau qu'après minuit. Il a traversé le parc à pied, c'était plus court. Et apparemment, il s'est simplement endormi dans les buissons par habitude. Il s'est réveillé le matin,
a appris la nouvelle et a décidé que c'était sa faute. Malgré tous ces faits, absence de correspondance ADN, alibi, ignorance totale des détails, Richard a été arrêté le 15 mai 1996. Il a été inculpé de meurtre. Pourquoi? Parce qu'il avait avoué. Parce que la pression du public sur la police était immense. Parce qu'il n'y avait pas d'autres suspects. Parce qu'il fallait quelqu'un, n'importe qui. Il a passé de longues heures en interrogatoire au commissariat. Les détectives ont fait pression sur lui. Ils disaient « Tu es venu toi-même, tu as avoué, pourquoi refuses-tu maintenant ?» Richard s'embrouillait dans ses déclarations. Il pleurait, il acceptait, il refusait, il acceptait de nouveau. Finalement, ils ont obtenu ses aveux définitifs. Il a dit ce qu'il voulait entendre. Il a signé les documents d'une main tremblante. Après cela, l'homme a été envoyé en prison en attendant le début des audiences. Le procès n'a été fixé qu'1 an plus tard. Une longue année d'attente. Au début, tout s'est passé relativement calmement. Richard n'a pas été immédiatement placé en cellule avec d'autres détenus. C'était une quarantaine de protection, une cellule individuelle, un minimum de contact avec les autres. Cela a duré plusieurs mois. Il était seul. Il regardait le mur. Il pensait à la façon dont tout avait mal tourné. Comment il s'était retrouvé là. Parfois, un avocat commis d'office venait le voir. Un jeune homme qui avait récemment obtenu sa licence. Il travaillait, il payait ses impôts. Il n'avait pas de problème avec la loi. Il menait une vie tranquille. Pendant cette période, il avait fondé une famille. Il s'était marié. Quelques années plus tard, il avait divorcé de sa première femme. Les raisons sont inconnues. En 2010, Steven avait décidé de changer de vie et de déménager. Il avait vendu sa maison à Sitka, vendu son atelier. Il était parti en Arkansas. Le climat y était plus chaud, la terre moins chère. Il avait acheté une petite ferme. Il avait pris des chèvres, des poules. En 2019, il avait déjà une nouvelle femme nommée Barbara. Ils s'étaient rencontrés à l'église. La femme était veuve et cherchait de la compagnie. Steven lui avait semblé bon et fiable. Ils s'étaient mariés 1 an après leur rencontre. Steven avait également 2 enfants adultes issus d'une précédente relation, Justin et Brittany. Ils rendaient occasionnellement visite à leur père. Les relations étaient tendues, mais maintenues. Lorsque les détectives de Sitka s'étaient intéressés à lui, Steven avait 66 ans. Il travaillait comme conducteur d'excavatrice sur un chantier local. Un travail difficile, mais bien rémunéré. Il menait une vie mesurée et tranquille. Les enquêteurs avaient établi, au moment du meurtre de la lycéenne, il avait 43 ans. L'âge, la force physique, tout correspondait. Maintenant, ils étaient sûrs d'être sur la bonne voie. Cependant, il fallait étudier minutieusement cet homme et recueillir des preuves de son implication dans l'affaire. Une certitude à 100% était nécessaire. En 2020, les détectives de Sitka sont arrivés au poste de police de l'État de l'Arkansas. Ils avaient convenu d'une réunion avec leurs collègues locaux. Ils avaient expliqué la situation. Ils avaient demandé de l'aide. L'homme âgé, Steven Branch, était considéré comme coupable d'un meurtre commis 24 ans auparavant. Il prévoyait de recueillir des informations supplémentaires et de demander un échantillon de son ADN. Pour obtenir des preuves irréfutables, il fallait surmonter les difficultés bureaucratiques, déposer une demande auprès du procureur, obtenir un mandat pour le prélèvement forcé d'un échantillon si le suspect refusait de coopérer volontairement. Ensuite, une analyse comparative en laboratoire devait être effectuée. Les policiers avaient décidé de ne pas perdre de temps. Pendant que les juristes s'occupaient des papiers, ils avaient l'intention de parler à Steven en personne, d'observer sa réaction, d'essayer d'obtenir son consentement volontaire pour le prélèvement d'ADN. À ce moment-là, exactement 24 ans s'étaient écoulés depuis le meurtre de Jessica Began. Une ère entière. Les technologies avaient changé, le monde avait changé.
Mais le crime restait non élucidé. C'était un dimanche, une journée claire. Les détectives sont arrivés à la maison de Steven dans l'après-midi. La ferme était en périphérie de la petite ville, entourée de champs. Une vieille maison avec une véranda. À côté, une grange, des enclos pour les animaux. Le suspect regardait tranquillement un match de football chez lui sur le canapé. Sa femme préparait le dîner dans la cuisine. La sonnette a retenti. Steven s'est levé, s'est approché de la porte. Il l'a ouverte. Devant lui se tenaient deux hommes en civil, des cartes d'identité à la main. Ils se sont présentés. Immédiatement, sans long préambule, ils ont annoncé qu'ils tentaient d'élucider un crime commis il y a près d'un quart de siècle en Alaska. Steven s'est figé, son visage a pâli, il était confus. Il les a invités à entrer automatiquement, sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Ils se sont assis à la table de la cuisine. Sa femme est sortie, les laissant seuls. Les détectives ont sorti leur carnet. Steven semblait embarrassé, mais il a confirmé qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie à Sitka avant de déménager en Arkansas 10 ans auparavant. Oui, il y travaillait comme mécanicien. Oui, il se souvenait de cette ville. Les détectives ont prononcé un nom. Jessica Began. Ce nom lui était-il familier? Steven a secoué la tête. Il a dit « Non, je n'ai aucune idée de qui c'est, et je ne suis en aucun cas impliqué dans son meurtre. » Sa voix était calme, mais ses mains se sont tendues. L'homme a même affirmé qu'il ne se souvenait pas que quelque chose d'aussi horrible se soit produit dans sa ville natale. Le meurtre d'une jeune fille mineure? Non, il n'en avait pas entendu parler. Naturellement, cela semblait invraisemblable. La communauté locale avait discuté de l'histoire de Jessica partout. Ce fut une tragédie qui avait secoué toute la ville. 1500 personnes aux funérailles. Les journaux en avaient parlé pendant des mois. Ne pas avoir entendu parler de cette affaire en vivant à Sitka était tout simplement impossible. Les détectives ont échangé un regard. L'un d'eux s'est penché en avant. Il a expliqué plus en détail. Le meurtre était l'affaire la plus médiatisée des dernières décennies dans l'histoire de Sitka. Une jeune fille de 17 ans avait été violée et assassinée. Elle avait été retrouvée dans un parc, enterrée. Steven a continué à affirmer qu'il ne savait rien. Il a secoué la tête. Et cela ressemblait à un mensonge. Les détectives le sentaient. Il aurait dû savoir ce qui était arrivé à la jeune fille. Tout le monde le savait. En tout cas, ils ne se sont pas pressés de faire pression. Ils ont gardé un ton calme. Ils lui ont demandé de fournir un échantillon d'ADN. Ils ont expliqué, cela aiderait à l'exclure de la liste des suspects, juste une formalité. Malgré le calme des détectives et la tentative de montrer que Steven n'était pas considéré comme coupable, il coopérait à contre-cœur. La pause s'est prolongée. Il regardait la table. Ses doigts effleuraient le bord de la nappe. Ils lui ont expliqué clairement. S'il refusait de fournir les échantillons volontairement, il viendrait simplement avec un mandat. Et alors il devrait de toute façon donner un échantillon d'ADN. La loi était de leur côté. Malgré cela, Steven a refusé. Il a dit « Non, je ne le ferai pas ». Il s'est levé de table. Il leur a demandé de partir. Les détectives ont échangé un regard. Ils ont hoché la tête. Ils se sont levés. Ils ont laissé leur carte de visite sur la table. Ils ont dit « Nous reviendrons » avec un mandat. Ils sont partis. Les agents des forces de l'ordre sont montés dans leur voiture et sont partis. Ils sont retournés au poste, ont commencé à préparer les documents. Tout se déroulait comme prévu. Le mandat serait prêt dans un jour ou deux. Puis il reviendrait, prélèverait l'échantillon par la force, analyse, et l'affaire serait classée. Mais le principal suspect n'avait pas l'intention de se rendre. Il n'allait pas attendre. Un peu plus d'une demi-heure s'était écoulée après le départ des enquêteurs.
Un appel est arrivé au poste de police de l'Arkansas. L'officier de permanence a décroché. À l'autre bout du fil se trouvait une femme. Sa voix était hystérique, haletante. Elle a déclaré s'appeler Barbara Branch, qu'elle était la femme de Steven et qu'elle avait trouvé son mari à la ferme, dans la partie éloignée de la propriété, derrière la grange. Il s'y était rendu dans son pick-up immédiatement après le départ des détectives. Elle n'avait pas compris au début pourquoi. Elle avait pensé qu'il était allé vérifier la clôture comme d'habitude. Mais le temps passait, il ne revenait pas. Elle s'était inquiétée, elle était allée le chercher. Elle l'a trouvé près d'un vieux tracteur. Le pick-up était garé à côté, la porte ouverte. Steven gisait sur le sol, un fusil à côté de lui, une blessure par balle à la tête. Barbara criait dans le combiné, elle sanglotait, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi il avait fait ça? Les détectives venaient de partir. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il n'avait laissé aucune confession, aucune note, rien. Il avait simplement pris le fusil à la maison, était monté dans le pick-up, était allé derrière la grange et avait tiré. À cause de cela, sa famille n'avait aucune idée de la façon d'interpréter cet acte. Était-ce un aveu de culpabilité ou simplement la peur du procès, même s'il était innocent? Lorsque les détectives locaux et leurs collègues de Sitka sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert l'homme avec une blessure par balle à la tête. Il était déjà décédé. Le corps était froid. L'ambulance a constaté le décès. Le lieu a été examiné. Aucun signe de lutte, aucune trace d'étranger. Un suicide, sans l'ombre d'un doute. Sur la base du mandat obtenu, ils avaient eu le temps de le faire délivrer, des échantillons d'ADN ont été prélevés sur le corps du défunt. Un frottis buccal, un échantillon de sang. Ils ont été envoyés au laboratoire pour une analyse d'urgence. L'analyse approfondie a duré 2 semaines. Le résultat est arrivé début août. Une correspondance à 100%. Le profil de Steven Branch correspondait parfaitement aux échantillons recueillis sur le corps de Jessica Began 24 ans auparavant. Donc, il était coupable d'avoir agressé la jeune fille. Il l'avait violée, tuée, enterrée, et avait vécu avec cela pendant 24 ans. Élevé une famille, travaillé, souri aux voisins. Malheureusement, il a emporté dans sa tombe tous les détails du meurtre. Nous ne connaîtrons jamais le motif exact. Était-ce un hasard ou traquait-il délibérément ses victimes? Jessica était-elle la seule ou y en avait-il d'autres dont personne ne savait rien? Le 10 août 2020, le chef de la police de Sitka est venu à la maison où vivait la famille Began. Lui-même, personnellement, c'était important. Il a sonné à la porte. La mère de Jessica a ouvert. Elle a vu son visage. Elle a compris. Quelque chose s'était passé. Elle l'invita à entrer. Elle a appelé son mari. Ils se sont assis dans le salon. Le même salon où, 24 ans auparavant, ils attendaient des nouvelles de leur fille disparue. Où ils espéraient qu'elle reviendrait. Le chef de la police a informé la famille de la victime. Son meurtrier avait enfin été retrouvé. Steven Branch, 66 ans, ancien résident de Sitka. La généalogie génétique l'avait identifié. L'ADN correspondait à 100%. La justice n'a pas pu être rendue. Steven ne pourra jamais comparaître devant un tribunal. Il s'était suicidé lorsque les détectives étaient venus le voir. Il n'avait laissé aucune confession. Il s'était simplement tiré une balle. La famille a accueilli cette nouvelle de manière mitigée. D'un côté, un soulagement. Ils avaient appris la vérité. Ils connaissaient le nom du tueur. 24 ans d'incertitude étaient terminés. D'un autre côté, l'amertume. Pas de procès. Pas de possibilité de le regarder dans les yeux. Pas de réponse aux questions. Pourquoi Jessica? Qu'est-ce qu'il lui a fait? A-t-elle souffert? Y a-t-il eu des derniers mots?
Plus tard, les parents de la victime en ont parlé aux journalistes. Ils ont donné une courte interview. La mère a parlé doucement, lentement. Nous sommes reconnaissants que la vérité est enfin éclatée. Mais cela ne ramènera pas notre fille. Rien ne la ramènera. Dès le lendemain, 11 août, une conférence de presse a eu lieu. La salle était pleine. Des journalistes de publications locales, plusieurs chaînes fédérales. L'affaire a attiré l'attention de tout le pays. Le département du shérif de Sitka a souligné. 24 ans plus tard, ils avaient enfin réussi à résoudre le crime. Cela a été rendu possible grâce à la généalogie génétique, une nouvelle technologie qui transforme les enquêtes dans tout le pays. L'affaire Jessica Benga est devenue la 3e en Alaska à permettre de découvrir la vérité grâce à cette méthode. Les détectives ont exprimé l'espoir que d'autres affaires non élucidées seraient également résolues de cette manière. Concernant tous ces événements, Richard Benga a également donné ses commentaires, l'homme même qui avait passé un peu plus d'1 an derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les journalistes l'ont retrouvé dans le Montana. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé une interview. L'homme a accepté. Il est venu à un studio local. Il s'est assis devant la caméra. Il avait maintenant plus de 50 ans. Son visage était émacié, ridé. Ses mains tremblaient, non pas de nervosité, mais à cause d'une maladie. Il a dit qu'il subissait toujours les conséquences de ce qu'il avait vécu en prison, physiques et psychologiques. Les coups avaient laissé des traces. La peur, l'humiliation, tout cela n'avait pas disparu. Richard n'avait jamais réussi à supprimer définitivement sa dépendance à l'alcool. La promesse qu'il s'était faite après sa libération n'avait pas résisté à l'épreuve du temps. Il continuait de boire souvent. Pas jusqu'à l'inconscience, comme avant, mais régulièrement, pour noyer les souvenirs. À ce moment-là, l'homme avait commencé à développer une sclérose en plaques. Le diagnostic avait été posé il y a 2 ans. La maladie progressait. Ses mains tremblaient. Marcher devenait plus difficile. Les médecins disaient « le stress aurait pu le provoquer », l'expérience carcérale, le traumatisme psychologique. Il continuait de vivre de petits boulots. Il travaillait à temps partiel à la ferme où il vivait. Il aidait pour de petites réparations. Il gagnait peu, suffisamment pour vivre. Richard a déclaré aux journalistes qu'il avait rayé sa ville natale de sa vie. Il n'avait pas l'intention de retourner à Sitka. Jamais. C'est cette ville qui avait détruit sa vie. Là-bas, il avait été accusé, innocent. Là-bas, il avait été emprisonné. Là-bas, il avait été battu. Là-bas, tous ceux qui le connaissaient s'étaient détournés de lui. Poursuivant le dialogue, l'homme a souligné qu'il comptait sur son ancien avocat, ce jeune homme qu'il avait défendu au tribunal. Peut-être que celui-ci verrait son interview et le contacterait. Ils avaient des affaires en suspens. Après presque 25 ans, Richard n'avait toujours reçu aucune compensation pour son emprisonnement. Ni excuse de la part de la police, ni remboursement financier, rien. Formellement, il avait été acquitté, l'affaire classée, mais personne n'avait pris la responsabilité de l'erreur. Il espérait toujours rectifier cela. Il espérait que l'avocat l'aiderait à déposer une plainte, à obtenir justice, au moins partielle, au moins un aveu de culpabilité. La caméra s'éteinte, Richard s'est levé, a marché lentement vers la sortie, les épaules voûtées, les pas incertains. Le journaliste l'a regardé partir. Il a pensé qu'il y avait 2 victimes dans cette histoire. Jessica Bigan, qui était morte à 17 ans, et Richard Benga, que le système avait brisé en l'accusant de quelque chose qu'il n'avait pas commis. Et le véritable tueur avait vécu tranquillement pendant 24 ans. Il travaillait, fondait des familles, élevait des enfants. Et seule la généalogie génétique, une nouvelle technologie qui n'existait pas en 96, avait permis de le retrouver.
Mais même alors, la justice n'a pas été rendue. Stephen Branch a choisi le suicide. Il a emporté le secret dans sa tombe.